Présentement, la recommandation quand il y a de la transmission en milieu communautaire, donc à Montréal, en fait au Québec, c'est que tous les soignants qui rentrent dans un rayon de 2 mètres d'un patient, peu importe qu'il ait des symptômes ou pas, donc celui-là va se mettre un masque de procédure. Pour un collègue, idéalement, je me tiens à 2 mètres de toi et c'est pour ça qu'on se regarde même pas. C'est pour ça qu'on est en caméra séparée, pour donner le bon exemple. Exactement, mais de façon... c'est correct. Mais donc, à plus de 2 mètres d'un collègue, ce qu'on va demander aux gens qui ne sont pas en situation de soins, c'est de porter le masque de tissu, justement pour diminuer la contamination de notre environnement possible. Mon nom est Jean-François Chicoine, je suis pédiatre. Je rencontre mon amie et collègue Caroline Quach, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue au CHU Sainte-Justine et officier de prévention des infections, ce qui fait de moi aujourd'hui un bon soldat. Bonjour Caroline. Bonjour Jean-François. Il y a toute une évolution de la transmission de notre fameux COVID dans la société. Au départ, il s'agissait surtout de voyageurs, surtout en raison du congé scolaire. Oui, tout à fait. Puis depuis ce temps-là, le problème, c'est que des voyageurs, on a eu des premières vagues de transmission dans la communauté qui n'étaient probablement pas très symptomatiques. Et donc, on est en train de se rendre compte que nos nouveaux cas l'ont acquis à Montréal sans avoir jamais bougé, sans avoir de contact avec des gens qui aient même voyagé récemment. Et les enfants, comme les jeunes adultes, sont souvent asymptomatiques. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas de rhume, ils n'ont pas de toux, ils n'ont pas nécessairement de fièvre. Les enfants encore plus, je te dirais, parce que on ne sait pas pourquoi, mais même quand on regarde dans le pourcentage de gens qui sont testés, les enfants ne sont même pas testés tellement ils n'ont pas de symptômes. Les jeunes adultes ont tendance à avoir des symptômes un peu plus frustres. Alors, ils perdent le sens de l'odorat. Il y en a d'autres qui vont avoir juste une espèce de petit rhume, mais pas plus que ça. Mais rarement vont-ils se retrouver couchés malades avec de la grosse fièvre. Il y en a aussi là-dedans, dans les jeunes adultes, qui ont des symptômes, mais qui les ignorent un peu et qui continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes, voir les amis, sortir. Et c'est là où ça devient un peu plus problématique. C'est une maladie vicieuse. C'est un virus qui a réussi finalement à rendre les gens pas si malades que ça des fois pour pouvoir un peu se diffuser à travers les populations. Bien, je te dirais que si ce virus-là voulait conquérir le monde, il a trouvé la recette parfaite parce qu'on est contagieux avant d'avoir des symptômes. Quand on a des symptômes et où on a la charge virale la plus élevée, on est encore capable de se promener, prendre le métro, aller travailler. Et c'est juste 10 jours plus tard qu'on est vraiment malade, mais là, il est trop tard. On a déjà croisé un nombre incalculable de personnes, serré la main à d'autres gens et manipulé plein d'objets. Et donc, contrairement au SRAS, qui, lui, avait une charge virale maximale à 10 jours quand on était bien malade à l'hôpital. Bien là, on contaminait l'hôpital, mais bon, c'est un autre enjeu, mais on ne contaminait pas notre communauté. Alors que là, c'est vraiment le contraire. Notre charge virale est maximale avant et au début des symptômes qui sont frustres. Donc, c'est pour ça que la distanciation physique est si importante. Là, quand on dit « restez chez vous », c'est justement pour pas qu'on soit en train de se promener au moment où on serait potentiellement le plus contagieux. Alors, à la mi-mars, on a insisté beaucoup sur la quarantaine des voyageurs, sur le dépistage aussi de ces groupes qui nous semblaient plus à risque. Et là, on s'en va vers, en fait, des quarantaines ou des suspicions plus généralisées ou des dépistages plus généralisés. Oui, là, il n'y a plus, en fait, de critères, de tests qui incluent les voyageurs. Maintenant, ce qu'on essaie, c'est vraiment de tester relativement large, c'est-à-dire que les symptômes, on a même élargi, là, c'est plus juste toux ou fièvre ou dyspnée, donc difficulté respiratoire, parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient aussi mal à la gorge, mal à la tête, fatigue, douleurs musculaires, même certains avaient des symptômes digestifs, quoique symptômes digestifs tout seul, ça a l'air d'être assez rare. Mais donc, les critères ont été élargis pour tester. En même temps, il faut se rappeler que quand on teste, ce qu'on veut, c'est être capable de faire quelque chose avec, d'un point de vue santé publique. Alors, si on a des symptômes, mais qu'on est chez nous pendant 14 jours et qu'on ne voit personne, de tester ces gens-là qui ne sont pas très malades, ça ne nous informe pas vraiment en termes de mesures de santé publique à prendre. Ce qu'on veut, c'est tester les gens qui ont eu beaucoup de contacts parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient malades et qui n'étaient pas capables de rester à la maison en quarantaine pour une raison X, genre parce qu'ils travaillent en service essentiel. C'est ceux-là vraiment qu'il faut tester pour être capable de faire le retraçage des contacts. Alors, quand est-ce qu'on parle de transmission communautaire? À partir d'un certain nombre de cas, à partir d'une diffusion de ce nombre de cas-là dans différentes régions? Bien, c'est quand on n'est plus capable, quand on parle à un nouveau cas, de voir
qui avait une personne qui revenait de voyage, qui était son contact. Fait que, tu sais, si tu es capable de dire, moi, j'ai pas voyagé, mais le père de mon ami qui l'a attrapé avait voyagé, on est encore capable de le relier à des personnes qui venaient d'arriver. Mais à partir du moment où tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as croisé quelqu'un qui a voyagé ou dans ton entourage, il y a quelqu'un qui avait voyagé, puis tout le monde dit, bien écoute, non, je ne sais pas où est-ce que je l'ai attrapé, c'est clair qu'à ce moment-là, on parle de transmission communautaire, c'est-à-dire que c'est bien implanté chez nous et que peu importe d'où on arrive, on est à risque finalement de l'avoir. Maintenant, la transmission communautaire, qu'est-ce que ça vient impliquer de plus dans nos milieux de soins et puis aussi, comme on en entend parler, dans la population en général? Je te parle évidemment du port du masque dans nos journées. Ce que ça veut dire, en fait, quand on regarde les dernières études, ce dont on se rend le plus en plus compte, c'est que les gens commencent déjà à transmettre avant d'avoir des symptômes. Alors, si on y pense, le moment où un masque pourrait être utile en tout temps, c'est justement pour mettre une barrière physique entre la personne qui ne sait pas encore qu'elle est malade et son entourage, pour pas qu'elle se mette à envoyer des petites gouttelettes en parlant, en chantant sur le matériel autour d'elle, sur ses mains, parce qu'on se met, on tousse, des fois on se met la main au visage. Donc, cette barrière physique-là est importante à ce moment-là. Et c'est vraiment pour empêcher la personne qui va être malade de le transmettre à son environnement plutôt que de protéger la personne de son environnement. Mais à l'extérieur, il faut aussi réaliser que même s'il y a quelqu'un à 3 mètres, il y a un effet de dilution. Hein? Il y a une charge virale minimale nécessaire pour causer une infection. Si tu reçois un virus, ton corps est capable de se défendre. Si tu en reçois 10 millions, probablement pas. Mais si tu es dehors puis qu'il y a du vent, puis que tout le monde parlait de joggeurs qui crachaient plus loin, là, mais les joggeurs, malgré tout, ils joguent dehors, il y a de l'air autour, il y a de la dilution du virus. En autant qu'on soit capable de maintenir sa distance, je ne recommande pas aux joggeurs d'essayer de courir avec un masque. Au contraire, je pense qu'en autant qu'on est dehors puis qu'on n'a pas de symptômes, puis qu'on maintient nos distances, c'est parfait. L'autre chose qu'il faut aussi réaliser, c'est que quand on a un masque dans le visage, on peut se sentir un peu plus invincible et ne pas faire ou ne pas mettre en application les mesures qui sont demandées. Je l'ai expérimenté hier. Avec un masque dans le visage, j'avais tendance à aller à moins de 2 mètres. C'est ça. Mais le 2 mètres reste important parce que... Même avec un masque. Même avec un masque, parce que le masque ne va pas tout arrêter, toutes les particules. L'autre chose, c'est quand on a un masque, on a tendance à se jouer dans le visage, on le replace, on a mal aux oreilles, ça nous gratte en dessous du masque. Et donc, il faut réaliser que le virus, à ce moment-là, se retrouve sur nos mains et on a tendance, après ça, à toucher à des objets et on pourrait étendre et répandre ce virus-là encore plus efficacement. Donc, au-delà du port du masque, il faut se rappeler que l'hygiène des mains est super importante. Caroline, je me fais le porte-parole de mes collègues et de tout le monde, et puis de tout le monde au Québec. Merci d'abord pour ce que tu es, pour ta ténacité, pour ta fougue, pour ton intelligence, puis merci de tenir le coup pour nous tous et chacun face à ce qu'on a à vivre. C'est vraiment un privilège de travailler, je dirais, presque à côté de toi. Merci, Caroline. Merci, Jean-François. C'est très apprécié.